La conférence de presse va démarrer avec le message de Jérôme Gérard, qui est le coordonnateur de la campagne Cultivons, qui va porter sur l'agriculture en question au sommet de Malabo. Il va donc camper le contexte. Pourquoi autant d'effervescence autour du sommet de Malabo? Ensuite, nous aurons une communication du CNCR par Babagom, qui en est le secrétaire général, sur les enjeux de l'investissement dans l'exploitation familiale. Pourquoi est-ce qu'il faut investir, miser sur les exploitations familiales en Afrique? Ensuite, on aura une présentation de APES, de Mme Diary Bariaï, qui, elle, va parler de l'élevage, qui est le parent pauvre des investissements agricoles, mais qui joue un rôle non négligeable dans l'économie et la stabilité de notre région et du continent. Ensuite, Mariam Koulibaly du MILDAF, qui représente le MILDAF Afrique de l'Ouest, va faire une présentation sur le genre et les inégalités qui pénalisent le développement agricole en Afrique. Et enfin, nous aurons l'intervention de Cheikh Omar Ba de l'IPAR sur le foncier, que nous considérons comme étant un préalable pour un investissement agricole durable. Ensuite, nous aurons, comme je vous l'ai dit, à peu près 40 minutes de discussion et d'échange, suivi d'opportunités de faire des interviews individuelles et directes avec nos intervenants. Donc, Jérôme, tu as la parole. Et donc, le constat aujourd'hui est sans appel. Seuls 8 pays africains sur 53 sont parvenus à assurer 10% de leur budget, à consacrer 10% de leur budget à l'agriculture de façon continue. Sur ces 8 pays, 6 sont en Afrique de l'Ouest. Réjouissons-nous-en. Ce sont le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Burkina, le Ghana et le Niger. On peut dire que l'Afrique de l'Ouest est un peu meilleur élève que les autres. La CEDEAO s'est dotée d'une politique agricole commune, l'ECOWA. Les pays ont adopté un programme national d'investissement agricole avec le soutien de leur organisation régionale. Et de façon plus prosaïque, on sait que 15% du budget de la CEDEAO est aujourd'hui consacré à l'agriculture. Ce sont des avancées et des progrès que nous tenons à souligner. Néanmoins, nous ne sommes pas rassurés pour autant, car la durée des investissements agricoles tend à diminuer aussi dans certains pays. Le Burkina Faso, qui présente 14% d'investissement dans l'agriculture de son budget aujourd'hui, était à 30% en 1996. Sont passés nos 10%. Comment sont-ils utilisés? Où sont-ils exactement investis? Une part importante de ces budgets est utilisée pour les frais de fonctionnement des ministères et des services de l'État. C'est jusqu'à 50% du budget agricole, par exemple, au Burkina. La majorité des investissements est, vous le savez, destinée aux grandes exploitations familiales, aux dépens des exploitants familiaux. Les investissements aussi ont tendance à favoriser très fortement les cultures d'exportation, génératrices de devises pour l'État, mais pas forcément pour les pays. Et enfin, on note aussi que le budget agricole annuel de la plupart des pays de la CEDEAO, si on regarde en volume, finalement, n'est pas plus élevé que le prix d'un avion de ligne d'une compagnie aérienne. Donc, juste ces indications pour vous dire que l'enjeu de la qualité et de l'orientation précise et spécifique de ces investissements. L'importance de l'élevage dans l'économie ouest-africaine. L'ensemble des acteurs s'accordent sur l'importance de l'élevage en Afrique de l'Ouest, et particulièrement au Sahel. On a l'habitude de dire que l'agriculture est le pilier principal de l'économie en Afrique de l'Ouest. Mais il est utile de préciser que l'élevage constitue une composante importante du secteur agricole et qu'il contribue aux produits agricoles à hauteur de 19% au Sahel. L'élevage joue donc un rôle important. Il constitue un levier d'intégration dans la région à cause des opportunités entre pays côtiers et sahéliens de l'Afrique de l'Ouest. Sa contribution à la formation de la valeur ajoutée agricole de la région est d'environ 10%. Cette part atteint 29% dans les pays sahéliens qui détiennent un important potentiel. À la suite de cette photographie qui a été donnée par Mme Diaye, il est clair que les organisations régionales, aussi nationales, lancent un message fort au niveau
de nos chefs d'État qui sera à Malabo la semaine prochaine, qu'au-delà des 10%, même réclamer au-delà des 10%, le CNCR parlait de 20%, que le secteur de l'élevage, qui est le parent pauvre du secteur végétal de façon globale, soit fortement financé et que les investissements soient de qualité, afin qu'effectivement la formation au produit intérieur brut des pays soit réglée. Aujourd'hui, les organisations de la région, et en tout cas, implorent les chefs d'État de vraiment être les avocats de l'élevage. L'élevage, c'est un secteur important pour le Sahel au niveau de notre région. Merci beaucoup, Adama. Nous allons aborder également une autre dimension de ces 10 recommandations, qui est la dimension genre. Lorsqu'on parle d'agriculture, les femmes jouent un rôle crucial. Et nous allons écouter Mme Mariam Koulibaly, qui est la présidente de WILDAF au Sénégal, mais qui représente aujourd'hui WILDAF Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Fali. Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Je me réjouis d'être là pour représenter le WILDAF et parler des disparités criardes qui freinent la contribution des femmes africaines agricultrices dans le secteur agricole, mais aussi dans le secteur de la sécurité alimentaire. Et c'est justement dans ce cadre qu'un vaste mouvement de la société civile en faveur de l'agriculture africaine a été initié, mouvement auquel le WILDAF, un réseau régional africain qui lie le droit au développement pour l'avancement des femmes africaines, membre actif donc de la campagne Cultivons, cherche à porter la voix des femmes africaines agricultrices qui ont été les oubliées du financement de l'agriculture en Afrique. Malgré l'engagement en 2003 pris par les chefs d'État et de gouvernement de consacrer au moins 10% de leurs budgets nationaux à l'agriculture. Partant d'un postulat tiré d'un rapport de la FAO en 2011, je cite, « On estime que si les femmes avaient juste le même accès que les hommes aux ressources productives telles que la terre et les semences, elles pourraient accroître les rendements de leurs exploitations de 25 à 30%. Elles feraient donc la différence. Cela augmenterait la production agricole dans les pays en développement de 2,5% à 4% et réduirait de façon assez significative le nombre de personnes touchées par la faim dans le monde de 12 à 17%. » Fin de citation. Comme vous le savez bien, les femmes agricultrices africaines ne représentent que 8% des propriétaires fonciers, malgré le fait que les instruments juridiques, tant au niveau national, nos constitutions, qu'au niveau régional, consacrent l'égal accès des femmes et des hommes aux ressources que sont la terre, l'eau, les intrants et j'en passe. Je voudrais simplement compléter mes collègues pour dire pourquoi il faut renforcer les droits fonciers des producteurs. Aujourd'hui, dans ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, on montre l'importance d'investir massivement dans l'agriculture. Ce n'est pas parce que nous cherchons à être des amis des agriculteurs, c'est parce que si aujourd'hui nos États veulent se développer, l'agriculture constitue un levier de développement de nos pays. Tout le monde sait que si on veut se développer, on a parlé du PSE par exemple au Sénégal, on a parlé d'autres programmes très importants. Mais ces programmes ne peuvent être, d'ailleurs c'est pour ça que ces programmes ont mis le secteur agricole et rural comme un des secteurs prioritaires. Donc c'est pour cela que des organisations de plaidoyer, des organisations de la société civile de façon large, ont convenu qu'il est important d'investir massivement dans l'agriculture. Donc quand on rappelle cela au chef d'État, c'est parce qu'on est convaincu que si on veut lutter contre la pauvreté, il faut investir dans l'agriculture. Et mes collègues l'ont dit, si on veut créer des emplois, et aujourd'hui, l'emploi constitue un défi majeur pour nos États. Nous sommes dans un contexte où, effectivement, on est dans l'année internationale de l'agriculture familiale, qui a été décrétée aussi bien par les Nations Unies que par l'Union africaine. Et nous sommes en Afrique, donc quand les chefs d'État africains se réunissent et qui ont décrété l'année internationale pour l'agriculture familiale,
c'est parce qu'ils se rendent compte de l'importance de l'agriculture familiale et de façon générale de l'importance de l'agriculture et du monde rural. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture constitue quand même 45% de nos économies et fournit l'emploi à 60% de la population active. Cela montre que l'agriculture est un secteur important. Le deuxième élément que je voudrais simplement montrer comme contexte avant d'arriver à une analyse et des recommandations, en 5 minutes, c'est que les enjeux de l'accaparement de terres, certains appellent ça acquisition de terres à grande échelle, à savoir que depuis la crise alimentaire de 2008, la réponse face à cette crise a été d'investir dans l'agriculture. Mais de quelle façon? Ce n'est pas forcément de la façon qui est attendue par les populations locales. Parce que si on amène des investisseurs dans tous les pays africains, parce que l'Afrique fait partie aussi aujourd'hui dans des continents où l'acquisition de terres à grande échelle ou l'accaparement de terres est le plus observé dans le monde. Donc, quand ces investisseurs arrivent, il y a des investisseurs qui pourraient améliorer l'agriculture, parce que les agricultures familiales sont aussi des investisseurs. Il y a des investisseurs nationaux et même étrangers qui peuvent contribuer à améliorer l'agriculture et la productivité. Mais globalement, on voit que certains investisseurs sont dans des secteurs qui ne sont pas pour nourrir les populations, pour créer des emplois, mais pour se faire des revenus et pour probablement contribuer à certaines devises pour l'État. Est-ce que cela vaut la peine définitivement de mettre les terres à la disposition de ces acteurs? C'est une question que plusieurs recherches, en tout cas que ce soit IPAN ou d'autres chercheurs, ont eu à développer pour la campagne, pour montrer qu'il y a besoin aujourd'hui de cibler l'investissement et que ce soit un investissement de qualité et que le foncier, qui est un levier de développement, soit utilisé pour améliorer la productivité, pour accompagner les agricultures familiales, mais également pour rendre durables nos ressources, en tout cas dont une des principales ressources est la terre. En termes de l'autre élément de situation actuelle que je voudrais dire avant de terminer et d'arriver aux recommandations, si on prend un pays comme le Sénégal, aujourd'hui on sait que ce qu'on appelle les droits coutumiers n'existent plus, ont été supprimés en 1964 avec la loi sur le domaine national. Même si, dans la pratique, tout le monde se rend compte que les populations locales continuent prioritairement quand même de garder les terres et considérer qu'ils sont propriétaires. Mais ils ne sont pas propriétaires de ces terres. Parce que sur le plan juridique, il y a une loi en 1964 qui considère que les droits coutumiers ont été supprimés. Mais il y a eu effectivement pour l'État et pour les populations un compromis pour continuer à gérer ces terres. Même si effectivement, aujourd'hui, il y a une commission qui va aller vers la réforme foncière et en tout cas, tous les membres de la commission, en tout cas de la campagne, souhaitent, comme dans les autres pays, que ces commissions puissent inclure le maximum de population et que ça soit le plus inclusif possible, y compris les femmes, les pasteurs, les jeunes aussi dans ces commissions. Et enfin, en termes de recommandations, 3 recommandations majeures, c'est la nécessité de prendre en compte aujourd'hui un cadre sous-régional africain et international qui s'appelle les directives volontaires au niveau mondial, qui a été retenu par l'ensemble des États du monde, en tout cas qui sont membres de la FAO, pour dire que désormais les investissements doivent être des investissements responsables. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire qu'il faut investir, mais la qualité de l'investissement va faire la différence. On a vu qu'aujourd'hui le Sénégal a atteint les 10% de Maputo depuis 2011 ou 12. Mais tout le monde sait que la qualité de l'investissement peut poser problème. Qui, aujourd'hui, si on a par exemple du matériel agricole, qui en bénéficie? Qui bénéficie aujourd'hui de certains investissements? Donc toutes ces questions méritent d'être posées et aider les décideurs politiques qui ont une volonté d'améliorer la production et la productivité et lutter contre la pauvreté à mieux cibler les investissements. Et c'est ça le message fort que la campagne voudrait adresser. Deuxième élément de recommandation, c'est la nécessité de garantir une équité dans l'accès à la terre pour avoir des droits réels à ces populations. Qu'ils puissent savoir que demain, si je veux aller à la banque, mais sans perdre ma propriété, et que ça puisse devenir une propriété de ces populations qui pourront travailler là-dessus. Et que les investisseurs soient simplement sur des bails, qui leur permettent, qui leur permettent par exemple de travailler sur cette terre pendant un temps, par exemple 10 ans, et après de redonner la terre aux collectivités locales et que si les enfants grandissent, ils pourront améliorer et l'Afrique pourra se développer. C'est le message fort qu'on voudrait adresser au chef d'État et on aura l'occasion aussi de le formuler avec les documents qu'on vous a distribués. Merci. Sagata de ben en jidim de lady men